Attention. Si vous êtes de ceux qui aiment voir comment un prédateur financier chute par sa propre arrogance, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre est la chute d'un titan. Il était Javier Cruz, un magnat de la finance espagnole, un créateur de rois en bourse, capable de faire bouger les marchés d'un simple murmure. Elle, sa très belle épouse enceinte, l'ornement parfait de sa vie dorée. Mais lorsque le multimillionnaire Javier Cruz se leva un matin et décida de geler les comptes bancaires de sa femme, la laissant sans un sou et piégée dans leur penthouse du Paseo de la Castellana, à Madrid, il commit une erreur fatale. Il crut mettre en cage un rossignol. En réalité, il accula une lionne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la fortune de la vieille école de Clara Vega ne lui avait pas seulement donné une dot, elle lui avait donné une arme. Ceci est l'histoire de la façon dont une femme, armée uniquement d'un appel secret et d'un fonds fiduciaire oublié, a démantelé systématiquement un empire financier pour se sauver elle-même et son enfant à naître, la prison dorée. L'air dans le penthouse était toujours le même, une température stérile et climatisée de 22 degrés, avec un subtil et coûteux arôme de thé blanc et de lys que Javier Cruz exigeait. Depuis son perchoir au 30e étage, avec vue sur tout Madrid, la ville était une tapisserie silencieuse et brillante. Pour Clara, c'était la plus belle prison du monde. Sa vie, écrite de l'extérieur, était une fantaisie. À 28 ans, elle était mariée à Javier Cruz, l'enfant terrible de 40 ans de la Grande Via. Son entreprise, Cruz Corporativo, était un léviathan qui avalait les petites entreprises, avec une voracité que les économistes qualifiaient de terrifiante et brillante. Sa vie était une série de triomphes soignés. Galas au Teatro Real, été dans leur vaste domaine de Marbella et voyage impulsif à Milan pour un week-end de shopping. Javier la couvrait de diamants et de sacs en crocodile, non pas comme des cadeaux, mais comme du branding. Elle était Clara Cruz, l'accessoire impeccable de son succès monumental. Cependant, ce matin-là, une joie secrète la réchauffait. Un sentiment entièrement sien. Elle s'assit au bord de leur immense lit sur mesure, les draps de soie s'enroulant autour de ses chevilles. Dans sa main, un test de grossesse positif. 2 lignes bleues marquées. Un bébé. Leur bébé. Pendant des mois, elle avait ressenti un vide croissant, le sentiment d'être un fantôme exquis dans sa propre vie. Mais ça, c'était réel. C'était de la substance. Elle attendit que Javier termine sa routine matinale. Une séance brutale avec son entraîneur personnel, un bain d'immersion froide, puis 30 minutes d'analyse de marché ininterrompue sur 8 moniteurs dans son bureau à domicile. Il sortit à exactement 7h30, nouant une cravate de soie Hermès. Il était beau, d'une manière sévèrement sculptée, ses cheveux noirs avec une touche de gris distinguée aux tempes. Il ne sourit pas. Il approuva. « Tu es radieuse », affirma-t-il, ses yeux la scannant comme s'il évaluait le prix d'une action. Ce n'était pas un compliment. C'était l'observation de la condition d'un actif. « Javier, j'ai quelque chose à te dire », dit Clara, sa voix légèrement tremblante. Elle lui tendit le test. Il le prit. Son expression était indéchiffrable. Il regarda les 2 lignes bleues pendant un long moment. Le cœur de Clara tambourinait contre ses côtes. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois. Des larmes, une tendre étreinte, des murmures d'excitation. Le regard de Javier s'éleva du test et rencontra le sien. Une étrange lumière de propriété clignota dans ses yeux. « Très bien, » dit-il. Son ton était le même qu'il utilisait pour conclure une fusion de plusieurs milliards. « Nous devrons faire des ajustements.
Le voyage à Aspen est annulé. Ton obstétricienne sera la Dre Elena Ramos à la clinique Ruber. Je demanderai à mon assistante de programmer un examen complet. Nous allons convertir l'aile ouest de la maison de Marbella en une pouponnière. Je m'occuperai du designer. Il n'avait pas dit félicitations. Il ne l'avait pas touché. Il avait simplement commencé à émettre des directives. La chaleur en elle se glaça. Je pensais, commença-t-elle, voulant suggérer son propre médecin d'enfance. Parler de non. Partager le moment. Clara? Il l'interrompit. Sa voix douce, mais avec un tranchant d'acier. Je sais ce qui est le mieux. Nous ne pouvons rien laisser au hasard maintenant. Ce bébé est un Cruz. C'est mon héritage. Tout doit être parfait. Il plaça le test sur la petite table en marbre, comme si c'était un contrat finalisé. Il lui donna un baiser superficiel sur le front et se dirigea vers le bureau. L'arôme de son eau de Cologne Tom Ford resta, l'étouffant. La joie qu'elle avait ressentie quelques minutes auparavant s'aigrit en une peur familière. Ce n'était pas son bébé. C'était son héritage. Elle n'était que le réceptacle, le point de rupture. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous programmés par le bureau de Javier. Nutritionniste, coach de bien-être, une consultation avec la Dre Ramos, où Javier fit la majeure partie de la conversation, décrivant la stratégie prénatale optimale. Il mit son veto et renvoya leur chef pour avoir utilisé du chou frisé non biologique. Il installa un nouveau système de purification de l'air. Son contrôle, toujours une couverture étouffante, était maintenant une camisole de force. Le point de rupture arriva un mardi. Clara déjeunait avec ses 2 amis, les seuls de sa vie pré-Javier, qu'elle était encore autorisée à voir. Elle insista pour un petit restaurant discret dans le barrio de Las Letras, loin des regards indiscrets habituels de son cercle social. L'addition arriva, et comme elle le faisait toujours, elle tendit au serveur sa carte Amex noire. Javier insistait pour qu'elle l'utilise. Elle était, selon lui, illimitée. Le serveur revint, son visage un masque de gêne. « Je suis vraiment désolé, Señora Cruz. Elle a été refusée. » Une bouffée de chaleur monta au cou de Clara. « C'est impossible. Pourriez-vous réessayer? » Il le fit. Refusé à nouveau. Elle indique que le titulaire du compte a suspendu la carte. Ses amis échangèrent des regards inconfortables. L'humiliation fut un coup physique. Elle fouilla dans son sac pour une autre carte, une carte de débit Visa liée à son compte d'épargne personnel, un petit fonds qu'elle détenait depuis l'université. Refusé. Une sueur froide et frénétique perla sur sa peau. Elle s'excusa pour aller aux toilettes et tenta de se connecter à son application bancaire mobile. Accès refusé. Veuillez contacter le titulaire principal du compte. Le titulaire principal du compte était Javier. Il avait tout gelé. Chaque centime. Il l'avait complètement isolé, sans un mot d'avertissement. Elle retourna à la table, pâle. Une de ses amies paya l'addition en silence. La pitié dans leurs yeux était presque pire que la honte. Quand elle rentra au penthouse, le silence était assourdissant. Elle attendit pendant des heures. Javier revint tard, bien après 23 heures. Il entra dans le salon, desserrant sa cravate, le visage impassible. « Javier !» dit-elle, sa voix tremblante d'un mélange de rage et de peur. Mes cartes ont été refusées aujourd'hui. Il ne simula aucune surprise. Il posa simplement son attaché case sur la table basse. « Oui, je les ai faites suspendre. »« Toi? Quoi? Pourquoi? Sans même me le dire? »« Clara, tu es enceinte, » dit-il, son ton exaspérant de calme, comme s'il expliquait un concept simple à une enfant. « Ta santé et la santé de mon héritier sont ma priorité absolue. Cela signifie plus de déjeuners frivoles, plus de voyages non autorisés, plus de stress. Désormais, tout ce dont tu as besoin, nourriture, vêtements,
transport sera organisé par mon personnel. Tu n'as qu'à le demander. C'est pour ton propre bien. C'est plus sûr comme ça. Elle le fixa, l'horrible réalité de sa situation s'abattant sur elle. Il n'avait pas seulement gelé ses comptes. Il avait officialisé son statut de propriété. Elle était une prisonnière. Son monde se rétrécissait aux dimensions de ce penthouse, chaque besoin étant soumis à son approbation. Elle était enceinte, vulnérable et totalement dépendante d'un homme qui ne la voyait pas comme une épouse, mais comme une incubatrice. « Tu ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Je l'ai déjà fait », répondit-il, se tournant vers son bureau. « Tout est sous contrôle. » Tandis qu'il s'éloignait, une fureur froide et dure commença à remplacer sa peur. Il pensait avoir tout pris. Il pensait avoir gagné. Mais Javier Cruz, malgré toute son analyse de marché et son génie stratégique, avait commis une colossale erreur de calcul. Il savait tout sur Clara Cruz, son épouse trophée. Mais il ne savait rien sur Clara Vega, la petite-fille d'Arturo Vega, un homme qui croyait que le vrai pouvoir n'était jamais visible tant qu'il n'était pas utilisé. Et au fond d'un coffre-fort poussiéreux dans la chambre de son enfance, à des milliers de kilomètres de là, gisait un ensemble de documents que son grand-père lui avait donnés des années auparavant. Une arme forgée dans l'argent ancien et des clauses secrètes, attendant ce moment précis. Que feriez-vous dans la situation de Clara? Vous battriez-vous ou essaieriez-vous de négocier avec un tel homme? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Le fonds fiduciaire oublié. Les premières 24 heures furent un chef-d'œuvre de guerre psychologique. Le contrôle de Javier était absolu et étouffant de courtoisie. Un nouveau chef, approuvé par sa nutritionniste, préparait des repas fades, vertueux et servis à des heures précises. Si Clara voulait quitter l'appartement, elle devait prévenir 12 heures à l'avance pour qu'un chauffeur et un garde de sécurité puissent être organisés, ostensiblement pour sa protection. Chaque demande était filtrée par l'omniprésente assistante personnelle de Javier, une femme brusque nommée Cynthia, dont la loyauté allait clairement à l'homme qui signait son chèque. Clara joua le rôle qu'il lui avait assigné. Elle se montra docile, vaincue et fragile. Elle resta au lit tard. Elle grignota sa nourriture et versa des larmes silencieuses là où elle savait que les femmes de ménage les verraient. Elle laissa Javier croire qu'il l'avait brisée. À l'intérieur, cependant, la peur s'était cristallisée en une détermination froide, acérée et dure comme le diamant. Son bébé ne naîtrait pas dans cette cage. Son fils ne serait pas élevé comme un pion dans les ambitions dynastiques de Javier Cruz. La troisième nuit, elle attendit que la respiration profonde et rythmée du côté de Javier lui indique qu'il dormait. Glissant hors de la lourde couette, elle se faufila dans son dressing, un espace vaste, plus grand que la plupart des appartements de Madrid. Elle ferma la lourde porte en chêne, le clic du verrou assourdissant dans le silence. Elle n'alluma pas les lumières. S'agenouillant, elle passa sa main à l'arrière du dressing, derrière une rangée de robes de haute couture qu'elle n'avait pas portées depuis des années. Ses doigts trouvèrent de la couture presque invisible d'un coffre-fort mural. Javier était au courant de ce coffre-fort. Il l'avait installé. Il contenait le collier de diamants qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire et quelques autres pièces ostentatoires. Il connaissait la combinaison, la date de leur mariage. Il le vérifiait périodiquement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Clara avait payé l'installateur 5 000 € supplémentaires en espèces, lorsqu'elle avait encore de l'argent liquide, pour construire un compartiment secondaire plus petit, avec une serrure biométrique, à l'intérieur du coffre-fort principal. Elle pressa son pouce contre un capteur caché. Une petite section de la paroi recouverte de velours
s'ouvrit avec un léger sifflement. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, mais un seul folio de cuir usé et un téléphone jetable bon marché qu'elle avait acheté en espèces 2 ans auparavant et n'avait jamais utilisé. Elle les sortit, ses mains tremblantes. Elle s'assit par terre, la lueur de la ville filtrant par la fenêtre, et ouvrit le folio. Le papier était épais, crème et gravé de l'entête d'un discret cabinet d'avocats centenaire à Zurich, en Suisse. Mendoza y Cortés. À l'intérieur se trouvaient les documents fondateurs de quelque chose appelé le Fiducie Odyssée. Le souvenir l'inonda. Son 21e anniversaire. Ce ne fut pas une fête ostentatoire. Ce fut un dîner tranquille avec son grand-père, Arturo Vega. Arturo était l'argent ancien, l'industrie ancienne. Tout était ancien. Sa famille avait fait fortune dans le transport maritime et la logistique bien avant que l'impôt sur le revenu ne soit une certitude. C'était un homme tranquille et formidable, avec des yeux bleu pâle, qui voyait tout. Alors que ses parents étaient éblouis par l'argent nouveau et ostentatoire de Javier, Arturo avait toujours été réservé, son approbation notoirement absente. Ce soir-là, il avait glissé le folio de cuir sur la table. « Ceci est pour toi, Clara », lui avait-il dit. « Pas de moi, mais pour moi. » C'est une provision. Un fonds fiduciaire? Avait-elle demandé naïvement. Il lui avait donné un sourire rare et fin. C'est un partenaire silencieux. Tu n'y toucheras pas. Tu n'en parleras pas. À toutes fins utiles, tu oublieras qu'il existe. Les hommes qui le gèrent chez Mendoza y Cortés sont les fils des hommes qui ont travaillé pour mon père. Leur loyauté va au Vega, pas à un bilan. Elle se souvint d'avoir parcouru le jargon juridique dense. La fiducie avait été semée d'une quantité modeste de son patrimoine, mais le portefeuille était agressif, mondial et totalement opaque. Elle en était la seule bénéficiaire, mais ce fut une section particulière, l'article 13, section 4B, qu'il toucha d'un long doigt osseux. « Fais attention à cela, avertit-il, la voix basse. Cette clause est ton parachute, ton épée et ton bouclier. Elle est activée par un acte conjugal de coercition financière ou de mauvaise foi. Si un homme, ton mari plus précisément, utilise le contrôle financier pour t'emprisonner, cette clause est activée. La fiducie n'est plus un véhicule d'investissement passif. Elle devient un agent actif en ton nom. Elle sera ta banque, ton armée et ton avocat. » Mais il l'avait regardé de son regard intense. « Tu n'appuies sur cette gâchette qu'une seule fois. Ce n'est pas un coup de semonce. C'est une déclaration de guerre. » À 21 ans, heureuse célibataire et idéaliste, elle l'avait considéré comme excentrique, une relique d'une époque révolue de patriarches impitoyables et de mariages arrangés. Maintenant, assise sur le sol froid de son dressing, elle réalisa que son grand-père n'avait pas été excentrique. Il avait été prophétique. Il avait vu une vulnérabilité potentielle en elle, à laquelle elle avait été aveugle. Et il l'avait armée pour une bataille qu'elle n'avait jamais su qu'elle aurait à livrer. Elle alluma le téléphone jetable. Il mit un moment à trouver un signal. Retenant son souffle, elle composa le numéro international de Mendoza y Cortés, figurant sur l'entête. Il était 4 heures du matin à Madrid, mais 10 heures à Zurich. Le téléphone fut décroché à la 2e sonnerie. « Mendoza y Cortés !» dit une voix féminine nette en espagnol, avec un accent suisse. « J'ai besoin de parler à Monsieur Cortés », dit la voix de Clara, un peu rouillée. « Mon nom est Clara Vega. Mon identifiant client est Odyssée. » Il y eut une pause. Le nom était une clé, un code. Un instant. « S'il vous plaît. » Quelques secondes plus tard, une voix masculine, calme et mesurée, prit la ligne. « Alistair Cortés à l'appareil. À qui ai-je le plaisir? » « Je suis Clara Vega. Maintenant,
Clara Cruz. Il y eut une autre légère pause, le bruit de clics de clavier en arrière-plan. Ah, mademoiselle Vega, nous n'avons pas eu ce plaisir. Votre grand-père était un homme remarquable. En quoi pouvons-nous vous servir? Son espagnol était parfait, avec un léger accent cultivé. Clara prit une profonde inspiration, les mots coincés dans sa gorge. Monsieur Cortés, j'ai besoin d'invoquer l'article 13, section 4B de la fiducie Odyssée. La ligne resta silencieuse pendant 10 secondes complètes. Le seul son était le léger sifflement transatlantique. Le cœur de Clara battait la chamade. Avait-elle bien dit? Comprenait-il? Finalement, la voix de Cortés revint. Toutes les traces de courtoisie disparues, remplacées par un ton d'immense gravité et de concentration immédiate. Compris, mademoiselle Vega, l'événement d'activation a eu lieu. Oui. Mon mari, Javier Cruz, s'est emparé de tous mes actifs financiers. Mes comptes bancaires et lignes de crédit sont gelés. Je suis confiné à mon domicile sous son contrôle direct. Je suis enceinte et je n'ai pas accès à mes propres ressources. Plus de tapotement de clavier. Javier Cruz, de Cruz Corporativo. Nous sommes au courant de ses activités habituelles depuis votre mariage. Clara était abasourdie. Ils avaient surveillé Javier tout le temps. Les termes de la fiducie sont maintenant en vigueur, continua Cortés, sa voix nette et efficace. Premièrement, votre liquidité immédiate. Un coursier sera envoyé à votre emplacement d'ici 12 heures. Il vous alertera depuis le hall sous le nom de Vega Livraison. Soyez prête. Le paquet contiendra une carte de débit liée à un nouveau compte non extraditable au Liechtenstein, initialement doté de 100 000 €. Il contiendra également un téléphone satellite sécurisé et un ordinateur portable. Ils sont intraçables. Utilisez-les. Et seulement eux, pour toute communication future avec moi. Il parlait avec une telle vitesse et précision que Clara pouvait à peine le suivre. Deuxièmement, continua-t-il, les mesures actives. La fiducie affectera maintenant une portion significative de son capital à une nouvelle directive. Le détricotage et démantèlement systématique des participations financières de Javier Cruz. Nous aurons besoin de votre aide. Vous avez un accès intime. Nous avons besoin d'informations. Mots de passe, structure d'accord, grand livre privé, vulnérabilité. Tout ce qui n'est pas de notoriété publique. Votre mari valorise le contrôle par-dessus tout. Nous allons utiliser cela contre lui. Nous ne l'attaquerons pas comme une firme rivale. Nous allons dissoudre ses fondations comme de l'eau s'infiltrant dans la pierre. Clara ressentit un mélange vertigineux de terreur et d'euphorie. C'était réel. Cela se produisait. « Combien y a-t-il dans la fiducie ?» demanda-t-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Il y eut un rire sec de l'autre côté de la ligne. « Mademoiselle Vega, votre grand-père était un investisseur très avisé, et 7 ans se sont écoulés. Disons que la valorisation actuelle de la fiducie est substantielle. Assez substantielle pour que, si M. Cruz connaissait son ampleur totale, il serait celui qui se sentirait piégé. Que dois-je faire pour l'instant? Rien. Continuez à jouer le rôle de l'épouse brisée. Soyez docile. Soyez soumise. Laissez-le vous sous-estimer, c'est votre plus grand avantage. Rassemblez les informations que vous pouvez en toute sécurité. Notre équipe commencera son travail immédiatement. Nous vous contacterons via le téléphone sécurisé. Comprenez-vous? Oui, dit-elle, la voix ferme, une force nouvelle circulant dans ses veines. Je comprends. Bien. Bienvenue de retour, mademoiselle Vega, dit Cortés. Nous allons vous sortir de votre cage. Elle mit fin à l'appel et s'assit dans l'obscurité, le folio de cuir sur ses genoux. Javier pensait qu'il était le maître de l'univers, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire.
Il n'avait aucune idée qu'un fantôme du passé, une promesse faite à une jeune femme par son grand-père, venait de le marquer comme une proie. Le jeu avait changé, et Clara, la prisonnière, était maintenant l'architecte de la ruine de son mari. Le sabotage subtil. Au cours des 3 semaines suivantes, Clara vécut une double vie avec une discipline qui aurait impressionné un agent infiltré. Extérieurement, elle était l'image de la mélancolie résignée. Elle permettait à l'infirmière engagée par Xavier de lui prendre sa tension. Elle mangeait les repas prescrits de poisson vapeur et de quinoa. Elle simulait l'intérêt pour les échantillons de tissu de la pouponnière que le designer de Xavier présentait. Elle était un fantôme dans sa propre maison, errant dans les pièces opulentes, l'expression vide. Xavier, consumé par son propre ego et les exigences de son empire, voyait ce qu'il voulait voir, un problème maîtrisé, une variable contrôlée. Intérieurement, Clara était un tourbillon d'activités concentrées. Le paquet de Vega Livraison était arrivé comme promis. Le portier, habitué à un flux constant de livraison de toutes les marques de luxe, n'avait pas bronché. À l'intérieur d'une boîte Chanel discrète, un camouflage parfait, se trouvaient les outils de sa nouvelle vie. L'élégant et lourd téléphone satellite, l'ordinateur portable noir anonyme et la froide carte de débit métallique d'une banque à Vaduz. Son quartier général clandestin était la salle de bain attenante d'une chambre d'amis rarement utilisée. Elle avait une porte à âme pleine et un ventilateur d'aération bruyant qui offrait une excellente couverture. Chaque nuit, après que Xavier se soit endormi, elle se glissait à l'intérieur, allumait le ventilateur et la douche au cas où, et démarrait l'ordinateur portable sécurisé. Ses premières conversations avec Alistair Cortez furent des tutoriels d'espionnage d'entreprise. Il était patient, précis et absolument impitoyable. Tout l'empire de Xavier est construit sur l'effet de levier et la perception, expliqua Cortez, sa voix parvenant sur la ligne cryptée avec une clarté parfaite. Il emprunte massivement pour financer des acquisitions en utilisant la valeur gonflée de ses actifs actuels comme garantie. Toute la structure est un château de cartes. Si un support clé est retiré, tout l'édifice tremblera. Notre travail est de trouver ce support. Le rôle de Clara était de fournir la carte. Des années à être l'épouse silencieuse lors des dîners, à écouter à moitié les monologues arrogants de Xavier sur ses transactions, avait rempli sa tête d'un trésor d'informations qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle possédait. « Il a un serveur privé dans son bureau à domicile », dit-elle à Cortez, imaginant l'élégante tour noire bourdonnant derrière une grille ventilée. Il l'appelle la citadelle. Il dit que c'est plus sûr que le cloud. Il sauvegarde tout dessus chaque nuit. Il est trop arrogant pour un simple mot de passe, dit Cortez. C'est une séquence. Il utilise un petit porte-clés noir qu'il porte sur ses clés. Il génère un nouveau code alphanumérique toutes les 60 secondes. Une clé d'authentification à 2 facteurs. Difficile, mais pas impossible. Nous aurions besoin du porte-clés lui-même, réfléchit Cortez. L'esprit de Clara s'emballa. Les clés de Xavier, elles étaient toujours sur lui, sauf une fois, quand il nageait. Chaque matin à 5h50, il nageait des longueurs dans la piscine privée de l'immeuble pendant exactement 30 minutes. Il laissait ses clés, son portefeuille et son téléphone dans un casier. Le lendemain matin, Clara se leva à 5h15. Elle enfila ses vêtements de sport et, pour la première fois depuis des mois, descendit à la salle de sport réservée aux résidents. Xavier était déjà dans la piscine, une machine élégante fendant l'eau calme. Elle simula une série d'étirements doux approuvés pour la grossesse. Ses yeux fixés sur la porte du vestiaire des hommes. À 6 heures, il sortit. Ses cheveux mouillés.
une serviette drapée autour de son cou. Il lui donna un signe de tête approbateur. Il aimait qu'elle soit proactive avec sa santé, et il disparut à nouveau dans l'ascenseur. Elle attendit 1 minute complète, son cœur tambourinant. Puis elle marcha calmement vers le vestiaire des hommes. Il était vide. Elle trouva son casier. Numéro 8, son numéro chanceux. Il était sécurisé par un simple verrou à combinaison. Elle sourit sombrement. Javier croyait que les problèmes complexes nécessitaient des solutions complexes. Il n'imaginerait jamais qu'elle connaissait le simple code sentimental qu'il avait choisi, la date de leur première rencontre. 1014. Le cadenas s'ouvrit d'un clic. Elles étaient là. Ses clés, son portefeuille. Elle décrocha le petit porte-clés noir. Travaillant rapidement, elle le pressa contre un petit appareil gris de la taille d'un domino que Cortés lui avait envoyé. C'était un cloneur à haute vitesse. Une petite lumière rouge sur l'appareil clignota. Puis, elle devint verte. Elle avait copié la signature cryptographique unique du porte-clés. Elle accrocha le porte-clés original au trousseau, ferma le casier, tourna les cadrans et sortit. Toute l'opération prit moins de 90 secondes. Elle était de retour dans l'appartement avant que Javier ne termine son smoothie protéiné. Cette nuit-là, elle transmit le succès à Cortés. « Excellent, mademoiselle Vega », dit sa voix vibrant de satisfaction. « Avec ceci, nos techniciens peuvent répliquer l'algorithme de la clé. Nous aurons une fenêtre sur la citadelle. Maintenant, quelle est son obsession actuelle? » « Quelque chose appelé Projet Hélios », répondit-elle instantanément. Javier était consumé par cela depuis des mois. C'est une acquisition hostile massive d'une entreprise d'énergie propre, Innovation Solaire. Il a accumulé secrètement ses actions via une 12aine de sociétés écrans. Il prévoit d'annoncer l'acquisition dans 1 mois. Il dit que ce sera son chef-d'œuvre, l'accord qui fera de lui une légende. Les acquisitions hostiles sont des affaires sanglantes, nota Cortés. Elles nécessitent des alliés puissants. Qui sont ses partenaires? Clara ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire. Il le finance avec un prêt massif d'un consortium privé à Dubaï, dirigé par un cheikh Al-Thani. Et son allié clé à la Grande Via est un homme nommé Marcus Thorne de Goldman Sachs. Il gère le côté courtage. « Marcus Thorne », répéta Cortés lentement. « Nous le connaissons, un homme au goût coûteux et à l'inclination pour les paris sportifs. Une vulnérabilité potentielle. » Au cours des 2 semaines suivantes, la fiducie Odyssée devint un fantôme dans la machine de Javier. Utilisant la clé clonée, l'équipe de Cortés à Zurich se glissait à l'intérieur et à l'extérieur du serveur Citadel, silencieuse et non détectée. Ils étaient des spectres numériques, copiant des fichiers, cartographiant des réseaux et traçant le flux labyrinthique d'argent qui soutenait l'Empire Cruz. Clara devint le renseignement humain. Elle prêta une attention particulière aux humeurs de Javier. Elle savait quand une société écran particulière était confrontée à un obstacle réglementaire par la tension dans sa mâchoire. Elle savait quand un virement bancaire était imminent par la façon dont il arpentait le salon, donnant des ordres à son téléphone. Elle alimentait ces fragments d'informations, un nom, une date, une banque, à Cortés, qui les tissait en une tapisserie plus vaste de renseignements financiers. La fiducie commença son attaque, non pas par un boulet de canon, mais par 1000 petites coupures. Un tuyau anonyme fut envoyé à un régulateur financier à Francfort, le BaFin, concernant des irrégularités dans une société écran basée en Allemagne, l'un des véhicules clés pour l'acquisition d'actions d'innovation solaire. Les actifs de la société furent gelés, en attendant une enquête, immobilisant des centaines de millions du capital de Javier. Il était furieux,
blâmant l'inefficacité allemande, sans jamais soupçonner la source. Ensuite, un dossier soigneusement élaboré détaillant les dettes de jeu non déclarées de Marcos Thorne fut divulgué au département de conformité de Goldman Sachs. Thorne fut retiré tranquillement et rapidement de son poste, coupant l'artère principale de Javier vers les parquets de Wall Street. Javier était furieux, maudissant la stupidité et l'imprudence de Thorne. Puis, l'équipe de Cortés, armée de la connaissance des grands livres privés de Javier, commença une campagne coordonnée et anonyme de vente à découvert contre les obligations cotées en bourse de Cruz Corporativo. Il savait exactement où la société était surendettée, où les clauses de dette étaient les plus faibles. Les rendements des obligations commencèrent à s'envoler, rendant plus coûteux pour Javier d'emprunter de l'argent. Il voyait cela comme de la volatilité du marché, une réaction à la hausse des taux d'intérêt, un signe de firme rivale sentant le sang. Il ne regarda jamais chez lui. Il devint plus volatile, plus paranoïaque. Un soir, un vase Ming inestimable qu'il avait acheté lors d'une vente aux enchères Sotheby's fut renversé et brisé par une femme de ménage. Javier explosa dans une rage incandescente, la renvoyant sur le champ et hurlant sur l'incompétence. C'était un roi dont le château était mystérieusement miné, et il renforça les murs, devenant encore plus tyrannique avec ceux qui étaient à sa portée immédiate. Clara l'observa, son visage un masque de sympathie, son cœur un bloc de glace. Elle le calmait. Elle lui apportait un verre d'eau, murmurant des mots apaisants. Il la saisissait par le bras, sa prise trop forte. Ses yeux étaient sauvages. « Ils me poursuivent, Clara. Eux tous, Volkov, les Chinois. Ils veulent détruire ce que j'ai construit, mais je ne les laisserai pas faire. » « Bien sûr que non, chérie, » chuchotait-elle. « Tu es trop intelligent pour eux. » Cette nuit-là, dans le silence stérile de la salle de bain d'invités, elle se connecta pour son appel avec Cortés. « Il sent la pression, » rapporta-t-elle. « Il devient instable. »« Bien, » répliqua Cortés. « Les fondations sont saturées. La structure est faible. Il est temps de nous préparer pour le coup final. Le projet Helios est sa fierté. Nous allons en faire sa guillotine. » Clara regarda son propre reflet sur l'écran sombre de l'ordinateur portable. Son visage était pâle, ses yeux grands et cernés, mais il y avait une dureté en eux qui n'y était pas auparavant. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était un instrument de justice, une force de destruction calme et patiente. Javier avait essayé de la geler, de la priver de pouvoir. Au lieu de cela, il avait déclenché un pouvoir qu'il ne pouvait pas comprendre. Un fantôme forgé par l'amour d'un grand-père et la cruauté d'un mari. C'est un bon moment pour vous abonner et nous laisser un « j'aime ». Si la patience de Clara était un atout, quelle serait sa valeur selon vous? L'échec du projet Helios. Le premier tremblement visible frappa un lundi matin. Javier était dans son bureau à domicile, un espace qu'il appelait « la cabine ». Il était en téléconférence avec son équipe juridique, finalisant les derniers détails avant de lancer son offre hostile pour Innovation Solaire. Il était arrogant, impérieux et complètement dans son élément. Clara était dans la cuisine, ostensiblement en train de superviser la préparation de son smoothie matinal. Mais en réalité, elle écoutait. La cuisine était directement en dessous du bureau et un discret babyphone, destiné à la pouponnière, était actuellement caché derrière une orchidée en pot, transmettant l'audio du bureau de Javier à un petit récepteur qu'elle gardait dans sa poche. C'était une astuce que l'équipe de Cortés avait suggérée, une solution de basse technologie à un problème de haute technologie. Le financement de Dubaï est sécurisé, disait Javier, sa voix résonnant de confiance. Le consortium du Cheikh Al Thani transfère la tranche finale aujourd'hui. Une fois qu'elle aura atterri,
nous déposons le formulaire auprès de la CNMV et nous passons à l'offensive. Le conseil d'administration de Solaire ne saura pas ce qui les a frappés. Soudain, le ton triomphal s'est évanoui. « Quoi? Que voulez-vous dire? Il y a un retard dans... Quel drapeau de conformité? C'est un virement bancaire standard. Passez-moi les banquiers au téléphone. Passez-moi Altani au téléphone. Je me fiche de l'heure qu'il est à Dubaï. Réveillez-le. » L'appel se termina brusquement. S'ensuivit un silence lourd, puis le bruit net et distinct du verre d'un cristal s'écrasant contre un mur. Clara tressaillit, mais garda son expression sereine, tandis que le chef la regardait nerveusement. 2 heures plus tard, Javier sortit de son bureau, le visage cendreux. Il la dépassa complètement, n'enregistrant même pas sa présence en marchant vers la chambre, composant son téléphone. « Trouvez-moi le numéro privé de Dimitri Volkov », lâcha-t-il à son assistante. Clara savait ce qui s'était passé. Cortez l'avait prévenu que cela arriverait. La fiducie Odyssée, via un autre tuyau anonyme, avait alerté le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain, OFAC, d'une possible violation dans la transaction de Dubaï. Le tuyau suggérait, avec des preuves impeccablement falsifiées, qu'un petit pourcentage des fonds du consortium pourrait être lié à un oligarque russe sanctionné, Dimitri Volkov, le rival numéro 1 de Javier. Le virement bancaire n'était pas seulement retardé, il était gelé, empêtré dans un réseau de réglementations internationales anti-blanchiment d'argent qui prendrait des mois, voire des années à démêler. Le carburant pour le projet Helios avait été coupé à la source. La paranoïa de Javier, qui était latente depuis des semaines, s'est maintenant déversée. Il était convaincu que c'était une attaque directe de Volkov. Il voyait la main de son rival partout. L'enquête allemande, la chute de Marcus Thorne, la pression sur ses obligations. C'était une incursion d'entreprise classique, et il était aveugle au véritable ennemi. Son ego ne pouvait tout simplement pas concevoir qu'une attaque puisse provenir d'un autre endroit que d'un titan concurrent. L'idée qu'elle puisse provenir de la femme silencieuse et enceinte qui errait dans son appartement était au-delà du domaine de son imagination. Sa tyrannie dans le penthouse s'intensifia. Il fit balayer tout l'appartement à la recherche de dispositifs d'écoute, une équipe d'anciens du Mossad marchant dans sa maison. Il ne trouvait rien. Bien sûr, les outils de Clara étaient trop sophistiqués et le babyphone était trop anodin. L'incapacité de trouver une écoute le rendit seulement plus certain qu'il traitait avec un adversaire de génie. Il commença à fermer la porte de son bureau à clé. Il commença à prendre des appels importants dans sa voiture, conduisant sans but dans Madrid pendant des heures. Sa relation avec Clara devint une caricature tordue d'inquiétude. Il la questionnait constamment, non pas sur son bien-être, mais sur ses conversations. « Ta mère a appelé aujourd'hui? Qu'a-t-elle dit? Tu as parlé à tes amis? Qui étaient-ils? De quoi avez-vous parlé? » exigeait-il, ses yeux la perçant. Il soupçonnait tout le monde autour de lui d'être une fuite possible. Clara joua son rôle à la perfection. Elle paraissait effrayée par ses accès, confuse par ses questions. Elle pleurait facilement. « Javier, tu me fais peur. Je ne sais rien de tes affaires. Je veux juste que notre bébé soit en bonne santé. » Sa fragilité et son ignorance apparente étaient son bouclier. Plus il sombrait dans un enfer paranoïaque qui lui était propre, plus elle devenait invisible pour lui en tant que menace. Pendant ce temps, le vrai travail s'accélérait. Avec le capital de Javier immobilisé et sa stratégie d'acquisition principale en ruine, la fiducie Odyssée passa de la défense à l'offensive. L'équipe de Cortez avait découvert le plan B de Javier pour le projet Helios. Enterré profondément à l'intérieur du serveur Citadel, il y avait un fichier étiqueté « Projet Chimère ».
C'était un plan d'urgence pour financer l'acquisition, en utilisant du capital détourné du fonds de pension d'une entreprise manufacturière que Cruz Corporativo avait acquise 3 ans auparavant. C'était illégal, une violation flagrante des réglementations de l'ERISA et un acte de détournement de fonds d'entreprise si profond qu'il pouvait l'envoyer en prison. « C'est le coup de grâce, mademoiselle Vega », lui dit Cortés lors d'un de leurs appels nocturnes. Mais nous avons besoin d'une preuve non équivoque que lui, et seulement lui, a autorisé cela. Un fichier numérique peut être nié. Nous avons besoin de sa signature sur un document physique ou d'un enregistrement vocal. Le sang de Clara se figea. C'était un nouveau niveau de risque. Il garde tous les documents sensibles dans le coffre-fort du bureau. Il est biométrique. Seule son empreinte digitale peut l'ouvrir. Alors nous devons trouver un moyen d'entrer dans ce bureau, déclara simplement Cortés. L'opportunité arriva d'une manière que Clara n'aurait jamais pu prédire. Un après-midi, Javier, de plus en plus erratique et privé de sommeil, l'affronta dans le salon. Il tenait une impression dans sa main, un journal de tous les appels entrant sur la ligne fixe du penthouse. « Qui est Vega Livraison ?» exigea-t-il, pointant un doigt sur l'entrée d'il y a 3 semaines. Ils ont appelé la veille du début de l'enquête allemande. Qui sont-ils? Le cœur de Clara s'arrêta. Elle avait été si prudente, mais elle ne pouvait pas contrôler les journaux d'appel de l'immeuble. Elle simula l'ignorance, son esprit s'emballant. « Vega, je ne sais pas, Javier. Notre fleuriste? Je reçois tellement de choses que je ne me souviens pas. »« Ne me mens pas !» rugit-il, son visage contorsionné par la rage. C'était un animal acculé se ruant sur des ombres. Tout est lié. Tout fait partie du plan de Volkov. Dans sa fureur, il renversa une lampe d'une table d'appoint. Elle s'écrasa au sol. Alors qu'il se retournait, il trébucha sur les débris, son bras s'agitant pour amortir sa chute. Il hurla de douleur, se tenant le poignet droit. Il était à un angle laid et non naturel. Il s'était cassé le bras. Le chaos éclata. Son assistante fut appelée. Un spécialiste orthopédique fut convoqué pour une visite d'urgence à domicile. Dans la cohue frénétique, tandis que Javier était sédaté pour la douleur et que son bras était immobilisé dans un lourd plâtre, Clara vit son opportunité. Son bras droit, son bras dominant, sa clé du coffre-fort biométrique était incapacité. Cette nuit-là, alors que Javier dormait d'un sommeil profond et drogué dans leur lit, son bras calé sur un oreiller, Clara se glissa dans son bureau. La pièce était sombre, les lumières de la ville peignant des traînées sur le sol. Elle se dirigea vers le coffre-fort, qui était caché derrière une peinture minimaliste. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ouvrir, mais elle n'en avait pas besoin. Cortés avait anticipé cette possibilité. Il lui avait dit de chercher un enregistreur numérique, pas plus grand qu'un stylo, que Javier utilisait pour dicter des notes. Il était trop vaniteux pour être vu utilisant ses lunettes de lecture pour tout écrire. Clara le trouva sur son bureau, juste à côté de son sous-main. Elle l'alluma et fit défiler les fichiers audio. C'étaient surtout des notes banales. Mémo pour le juridique. Note pour moi-même. Appelé le paysagiste de Marbella. Et puis elle le trouva. Un fichier créé 2 semaines auparavant. Le titre était simplement « Contingence chimère ». Elle porta l'enregistreur à son oreille, sa main tremblante tandis qu'elle appuyait sur lecture. La voix de Javier remplit le silence. Peut-être. Note pour le dossier. Projet chimère. En cas d'échec de la tranche de financement primaire pour l'acquisition d'Hélios, j'autorise l'effet de levier des actifs excédentaires du fonds de pension de fabrication du Midwest, tel que détaillé dans le prospectus ci-joint. Il s'agit d'un prêt-relais temporaire qui sera remboursé après l'acquisition. Le risque est minime. La récompense est totale. Cette autorisation est mienne. Est mienne et seulement mienne. Fin de note.
C'était tout. L'arme du crime. Une confession de sa propre voix. Elle connecta l'enregistreur à l'ordinateur portable sécurisé à l'aide d'un petit câble. Le fichier fut transféré en quelques secondes. Elle l'envoya immédiatement à Cortés. Puis, elle effaça le journal de connexion de l'ordinateur portable, replaça l'enregistreur exactement là où elle l'avait trouvé et sortit du bureau, sans laisser de traces. De retour dans la salle de bain d'invités, elle reçut un message d'un seul mot de Cortés sur le chat crypté. Échec et mat. Une vague de soulagement et de terreur la submergea. La pièce finale était en place. Elle marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre d'amis et regarda la ville. Ce n'était plus une prison brillante. C'était un royaume sur le point de tomber. Les fissures dans la façade étaient sur le point de se transformer en un effondrement catastrophique. Et elle était celle qui tenait le détonateur, la chute du Titan. La fin n'arriva pas avec une explosion, mais avec l'efficacité tranquille et dévastatrice d'un plan parfaitement exécuté. C'était mercredi matin, exactement 1 mois après que les cartes de Clara aient été refusées. Xavier, le bras dans une écharpe noire et son humeur plus sale que jamais, était au téléphone avec ses banquiers, essayant de sauver l'accord Helios par pure force de volonté. Il essayait d'obtenir une nouvelle ligne de crédit, incroyablement coûteuse, auprès d'un fonds spéculatif du Connecticut. Un mouvement de pur désespoir. Clara était assise dans le salon, ostensiblement en train de lire un livre sur le développement de l'enfant. Sur ses genoux, caché sous le livre, se trouvait le téléphone satellite sécurisé, affichant un flux crypté en direct de Cortés. Le message à l'écran disait « Phase 1 initiée, 9h30 heure de l'Est, en attente ». À 9h30 précise, un courriel fut envoyé depuis un serveur crypté et intraçable en Estonie à un groupe restreint de personnes. Les destinataires comprenaient l'avocat principal de la conformité de la CNMV, Commission nationale du marché des valeurs, le chef de la division de surveillance des pensions du ministère du Travail espagnol. Ce qui était le plus dévastateur, un journaliste d'investigation lauréat du prix Ortega y Gasset de Expansion, nommé David Sierra, connu pour ses expositions implacables de fraude d'entreprise. Le courriel était bref et anonyme. Il contenait une seule pièce jointe protégée par mot de passe. Le mot de passe était héritage. À l'intérieur de la pièce jointe se trouvait l'histoire complète et accablante du projet Chimère. Il y avait les mémos internes du serveur Citadel, les prospectus secrets, les rapports actuariels falsifiés et les organigrammes labyrinthiques montrant le détournement planifié des fonds de pension. Et au cœur de tout cela se trouvait le fichier audio. Javier Cruz, de sa propre voix, autorisant l'acte illégal. Clara observa Javier à travers la porte ouverte du salon. Elle vit le moment exact où le monde bascula. Son téléphone vibra avec un appel entrant. Il regarda l'identifiant de l'appelant et son visage se crispa. C'était son avocat principal. « Qu'est-ce qui se passe, Roberto ?» lâcha-t-il. Une longue pause. « Que veux-tu dire par « qu'est-ce que j'ai fait » ? Expansion ? Qu'est-ce qui se passe avec expansion? Son visage passa de pâle à blanc fantomatique. Il trébucha vers le banc de moniteur dans son bureau, sa bonne main volant au-dessus du clavier. Il ouvrit le site web d'Expansion. Le titre était en train de s'afficher sur la page d'accueil. Cruz Corporativo impliqué dans un stratagème de pillage de pension. La CNMV lance une enquête urgente. Un audio divulgué révèle la voix du multimillionnaire, Javier Cruz. « Non, » murmura-t-il. C'était un son étranglé et brisé. Non, non, non. Son téléphone commença à sonner sans arrêt. Puis ses autres lignes, une cacophonie d'appels entrants. Chacun,
Un autre clou dans son cercueil. Le fonds spéculatif du Connecticut. Ses membres du conseil d'administration terrifiés. Son équipe de relations publiques. Le flux de Cortez sur le téléphone de Clara se mit à jour. Phase 2 initiée. Négociation arrêtée. La chaîne d'information financière, jouant silencieusement sur une télévision à proximité, afficha une bannière rouge clignotante en bas de l'écran. Négociation sur Cruise Corporativo. CRZC, arrêtée en attendant des nouvelles. La forteresse avait été violée. Le fantôme dans la machine s'était révélé. Javier était un homme qui s'effondrait en temps réel. Il balaya un moniteur de son bureau, l'envoyant s'écraser au sol. Il donna un coup de pied à sa chaise. Il rugissait. Un cri primal d'incrédulité et de fureur. Volkov, c'était Volkov, ce fils de pute. Il ne voyait toujours pas. Son ego colossal était son angle mort final. Il était tellement occupé à chercher un ennemi à son propre niveau qu'il n'avait jamais pensé à regarder en bas. Clara plaça calmement son livre et le téléphone sur le canapé. Elle se leva et marcha jusqu'au seuil de son bureau. Il la regarda, ses yeux injectés de sang et larmoyants, cherchant quelque chose. Un allié. Une encre. « Clara !» haleta-t-il. « Ils me détruisent. Tout est parti. » Elle le regarda. Son expression n'était pas de pitié, mais de jugement froid et clair. Elle ne ressentait rien. La peur. L'amour. La soumission. Tout s'était consumé, ne laissant que la vérité dure et propre de leur relation. « Oui, » dit-elle, sa voix égale. « C'est le cas. » Quelque chose dans son ton, dans son calme. Perça finalement sa brume paranoïaque. Une nouvelle horreur commença à poindre dans ses yeux. Il la regarda vraiment. Il la regarda pour la première fois depuis des années. Il ne vit pas l'épouse docile, mais une étrangère. Une femme avec des secrets. L'appel. Son esprit murmura, faisant enfin le lien. Le journal d'appel. Vega livraison. Il comprit, les lettres s'emboîtant. VGA Arturo Vega. Clara n'eut pas besoin de confirmer. Son silence fut sa réponse. Il la fixa, la bouche ouverte. L'ampleur de la tromperie était trop vaste pour qu'il la comprenne. L'épouse obéissante, l'accessoire magnifique, le récipient pour son héritage. Elle était l'architecte de son apocalypse. Toi, haleta-t-il le mot, plein d'incrédulité absolue, c'était toi. Tout. Clara s'approcha de son bureau, du seul endroit qu'il avait dégagé dans sa rage. Elle plaça une seule feuille de papier sur le bois poli. Ce fut la seule preuve physique qu'elle se permit. C'était un extrait qu'elle avait demandé à Cortez ce matin-là. Un extrait de la fiducie Odyssée. Il ne montrait pas de numéro de compte, pas de détails incriminants. Il montrait seulement le nom de la fiducie, son nom comme seul bénéficiaire et sa valorisation actuelle du marché. Un chiffre stupéfiant, presque le double de la valeur de l'empire de Javier à son apogée. Et en bas, il y avait une seule ligne, sous l'entête allocations stratégiques récentes. Position courte, Cruise Corporativo, clôturé. Les yeux de Javier balayèrent le papier. Il vit le nom. Il vit la valorisation. Et il vit l'échec, et mat brutal, et final. Elle ne l'avait pas seulement exposé, elle avait parié contre lui. Elle avait profité de sa chute. La fiducie Odyssée avait vendu à découvert sa compagnie jusqu'à l'annihilation, et ce faisant, sa propre valeur avait grimpé en flèche. Il regarda le papier, puis son visage. L'homme qui contrôlait tout n'avait rien contrôlé. Le maître de l'univers avait été défait par un fantôme du passé et une femme qu'il avait fatalement sous-estimée. Il ne cria pas. Il ne se mit pas en colère. Toute la lutte le quitta,
remplacé par un vide creux et résonnant. Il s'affaissa lentement dans sa chaise restante, un roi ruiné sur un trône brisé. Juste à ce moment, la sonnette retentit, un son fort, insistant et officiel. Clara passa devant Javier, sans un autre regard. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. 2 hommes et une femme en costume sombre et conservateur se tenaient dans le couloir. L'homme du milieu montra ses accréditations. « CNMV, département de conformité », dit-il sombrement. « Nous avons un mandat de perquisition pour saisir tous les documents et appareils électroniques appartenant à Javier Cruz. » Derrière eux, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 2 officiers en uniforme de la police nationale sortirent. Clara s'écarta, leur tenant la porte. « Il est dans son bureau, » dit-elle calmement. « Je crois que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. » Elle s'éloigna, sans regarder en arrière, tandis qu'ils envahissaient sa maison, la vie de Javier. Elle se rendit dans sa chambre et prit une seule valise emballée qui attendait dans son placard. Elle contenait quelques vêtements de rechange, l'ordinateur portable sécurisé et le folio de cuir que son grand-père lui avait donné. C'était tout ce dont elle avait besoin. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur de service, elle put entendre les gens du gouvernement lire ses droits à Javier. Leur voix était un bourdonnement monotone, les droits final et sombres d'un empire déchu. Le son s'est estompé lorsque les portes de l'ascenseur se fermèrent, l'emportant vers le bas et au loin, hors de la cage dorée et vers le reste de sa vie. Un nouveau départ à Majorque, Pilogue. 1 an plus tard, l'air de la vieille maison en pierre ne sentait pas le thé blanc et les lys. Il sentait la lavande des champs à l'extérieur, la terre humide après une averse et le miel de la cire du bois poli. La maison, un domaine magnifiquement restauré du XVIIIe siècle, niché dans les collines de Majorque, était l'antithèse du penthouse de la Castellana. Elle était solide, enracinée et tranquille. Clara était assise sur un canapé en lin usé, un livre ouvert sur ses genoux. La lumière du soleil filtrait par les portes-fenêtres, illuminant les taches de poussière dansant dans l'air. Le seul bruit était le doux roucoulement de son fils, dormant paisiblement dans un simple berceau en bois à côté d'elle. Elle l'avait appelé Arturo. C'était un beau bébé en bonne santé avec ses cheveux foncés, et elle était certaine qu'il avait les yeux bleus, calmes et observateurs de son grand-père. Il n'était pas un héritage ou un héritier d'une dynastie financière. Il était simplement son fils, et son amour pour lui était féroce, tranquille et illimité. L'année écoulée avait été une année de reconstruction prudente et délibérée. Guidée par Alistair Cortés, elle s'était évanouie de la scène sociale de Madrid, aussi complètement qu'un navire glissant sur l'horizon. La fiducie Odyssée avait effectué son acte final en son nom. Elle avait racheté anonymement les restes de Cruz Corporativo pour des centimes d'euros lors des procédures de faillite. L'achat comprenait plusieurs des actifs légitimes de la société, y compris l'entreprise maintenant libérée, Innovation Solaire. Clara, en tant que bénéficiaire de la fiducie, était devenue la propriétaire silencieuse et majoritaire d'une entreprise d'énergie propre florissante. Elle avait installé un nouveau conseil d'administration éthique, dirigé par la brillante ingénieure qui avait initialement fondé Solaire avant l'attaque prédatrice de Javier. L'entreprise prospérait, cette fois avec une mission qui allait au-delà de la valeur actionnariale. Elle ne vivait pas la vie d'une multimillionnaire. La richesse ostentatoire que Javier avait convoitée lui semblait désormais vulgaire. Elle avait vendu le penthouse, le domaine de Marbella, les diamants, les voitures. Le produit de la vente, ainsi qu'une partie significative du capital de la fiducie, fut canalisé vers une nouvelle entité qu'elle avait créée,
la Fondation Vega. Dédiée au financement d'une aide juridique pour les femmes dans des relations coercitives et à l'investissement dans de jeunes entreprises dirigées par des femmes. L'âme de son grand-père s'était transformée en un outil de création. De Javier, elle n'entendit que des nouvelles sporadiques et sombres via Cortés. Sa chute avait été absolue, dépouillé de sa richesse, enterré sous les poursuites des actionnaires et du gouvernement. Il était un paria. La CNMV lui avait interdit l'industrie des valeurs mobilières à vie. L'affaire du ministère du Travail concernant le fonds de pension progressait vers un procès pénal, et une condamnation semblait certaine. Ses amis puissants l'avaient abandonné instantanément. Son nom, autrefois synonyme de succès, était maintenant un avertissement chuchoté dans la Grande Via. Un après-midi, Cortés lui a transféré un article d'un tabloïd de Madrid. Il présentait une photographie récente et granuleuse de Javier. Il sortait d'un palais de justice, non plus dans ses costumes sur mesure, mais dans un costume mal ajusté. Il semblait décharné, maigre et plus vieux d'une décennie. L'arrogance avait disparu, remplacée par un regard fatigué et tourmenté dans ses yeux. Le titre était cruel et concis. Ruiné et brisé. La chute de Javier Cruz. Clara regarda la photo pendant un long moment, ressentant un aperçu de quelque chose. Non pas de la pitié, mais une profonde tristesse pour l'homme qu'il aurait pu être. Puis elle effaça le message. Il était tel un chapitre qu'elle avait fini de lire. Sa vie était désormais définie par de petites joies tangibles. Le poids d'Arturo dans ses bras, le goût du pain frais de la boulangerie du village, une promenade dans les champs de lavande au coucher du soleil, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Elle n'était ni la prisonnière Clara Cruz, ni même la vengeresse Clara Vega. Elle était simplement Clara, une mère, une entrepreneur tranquille, une femme qui s'était frayé un chemin de l'obscurité à la lumière. Elle regarda son fils endormi. Un jour, elle lui raconterait l'histoire, non pas l'histoire de la vengeance, mais l'histoire de la résilience. Elle lui parlerait de son arrière-grand-père, Arturo Vega, un homme qui avait compris que la vraie force ne consistait pas à contrôler les autres, mais à assurer la liberté de ceux que l'on aime. Elle lui enseignerait qu'un héritage ne se construit pas avec de l'acier et du verre et des acquisitions à effet de levier, mais avec de l'intégrité, du courage et un but. Une brise chaude s'est glissée par les portes ouvertes, apportant l'arôme d'un avenir qui lui appartenait entièrement. Elle avait été piégée, sans un sou et enceinte. Maintenant, elle était libre, puissante et mère. Javier Cruz avait tenté de la détruire, mais ce faisant, il l'avait involontairement forgée en la femme qu'elle était toujours destinée à être. Et ça, elle le savait, était la plus grande victoire de toutes. Le récit de Clara est un rappel effrayant que les cages les plus opulentes restent des cages. C'est une histoire de la façon dévastatrice dont un homme puissant peut sous-estimer une femme et de la façon dont l'intelligence et la force cachée peuvent devenir les armes ultimes. Il ne s'agit pas seulement de vengeance, il s'agit de récupérer un récit, d'assurer un avenir et de transformer les outils de l'oppression en instruments de libération. La bataille entre l'arrogance de l'argent nouveau et la ruse de l'argent ancien s'est déroulée non pas sur un parquet boursier, mais au cœur d'un mariage, avec l'avenir d'un enfant en jeu. Si vous avez trouvé cette histoire de résilience et de génie stratégique aussi convaincante que nous, veuillez les cliquer sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez-la avec quelqu'un qui aime une histoire de karma épique. Et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications
pour ne rien manquer de notre prochaine plongée profonde dans le drame de la vie réelle. Quelle partie du plan de Clara vous a le plus impressionné? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.